Un champion, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à trancher, à faire mal, à décevoir, à faire mal même physiquement, je pense en fait, tu vois, à aller vers ça parce que son objectif de gagner ça ou ça est plus grand que juste les gens qui sont en dessous. Kylian, il est quand même très très fort. Il est tellement fort que je pense qu'il a une capacité à gérer le stress qui est hors du commun parce que justement, il ressent pas beaucoup de stress et pas beaucoup de peur et pas beaucoup d'empathie. Ça, c'est le propre du psychopathe. Anthony Met, je suis le psy et préparateur mental de Raphaël Varane. C'est carré. Salut à tous, on est super content de recevoir Anthony Met. Anthony a écrit ce livre, Les 10 secrets du mental des champions, aux éditions DBS. T'es préparateur mental, c'est passionnant dans le football d'aujourd'hui qui a beaucoup évolué, où on a beaucoup mis le cerveau de côté pendant très très longtemps. Comment tu définirais la préparation mentale? La préparation mentale, on travaille exactement comme un préparateur physique. C'est-à-dire que moi, je vois un joueur au début de saison ou n'importe quand dans la saison, j'évalue son profil psychologique via entretien, test, observation et si je peux, complément avec les parents ou les coachs ou les agents. J'ai tout ça, je fais son profilage, je dis voilà en quoi tu es bon, en quoi tu es moins bon, en quoi tu es équilibré ou pas. Si tu veux avancer, il faut travailler ça, ça et ça. Et je lui fais un programme d'entraînement mental sur à peu près une saison en général ou 6 mois au max si on veut être tranquille. Et on va travailler les compétences qu'il a le plus faibles et consolider les plus fortes. Donc en gros, mon travail, c'est vraiment d'optimiser un profil psychologique. En fonction de la performance? Oui, quand même. En vue de la performance? Ouais, c'est quand même ça le but final, ou du moins en fonction de son projet de carrière, si tu veux. Okay. Donc changer de club, monter en niveau, etc. Donc performatif, tout en faisant extrêmement attention à l'équilibre mental derrière, donc plus en tant que psychologue, où je veille, tu vois, des éléments de récupération, des éléments aussi sociaux, de relations humaines, etc. Et, à travailler l'estime de soi, la confiance, tout ce qui est un peu plus psycho en fait. Voilà. Mais si tu veux, comme moi j'ai les doubles casquettes, je suis psy et PM, et je pense que je reste d'ailleurs psychologue plus que préparateur mental. Et je vais dire un truc qu'on ne dit jamais, mais la préparation mentale, c'est pas que c'est du flan, mais en fait la préparation mentale, c'est 70% à 80% du temps de la psychologie en fait. Voilà. Donc quand tu n'as pas les armes en psychologie, tu rates des choses. donc je dis PM pour les joueurs parce qu'ils préfèrent ça, c'est moins clivant que psychologue, mais concrètement, je suis plus psychologue que préparateur mental. Tu travailles avec Rafa depuis combien de temps? Est-ce que tu travailles qu'avec les joueurs de foot? Est-ce que tu travailles avec d'autres joueurs de foot? Je bosse surtout dans le sport professionnel, donc essentiellement rugby, foot, tennis un petit peu, quelques sports olympiques quand même, mais vraiment beaucoup le foot et le rugby. Pour Rafa, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble, il m'a appelé dans le but de préparer un peu sa retraite et de trouver une sorte d'équilibre et d'anticipation, si tu veux, de la fin de carrière pour être le plus tranquille possible et gérer ça au mieux. Donc toi, tu étais déjà à un moment où, moi j'avais fait son interview typiquement où il arrêtait l'équipe de France, il était déjà à préparer sa deuxième vie. Exactement. On parle d'une petite mort. On va en parler. Exactement. Raph, il est dans l'anticipation. Il pense beaucoup à l'avenir et c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui veut vraiment maîtriser les choses. Donc, ouais. Ce qui caractérise le mental d'un champion, pour toi, c'est quoi? Je pense que la première chose qu'ils ont vraiment qui est hors du commun, c'est leur engagement, leur détermination. Quand tu les vois tout petits, ils te disent à 6 ans, les parents te racontent qu'à 6 ans, ils voulaient déjà être champion du monde. Alors, ils ne savent pas ce que ça veut dire en fait à 6 ans. Tu vois, c'est une projection comme ça, un petit peu rêvée, idéalisée, mais ils ont cette espèce d'ambition, ce sentiment, cette croyance qu'ils ont un talent que les autres n'ont pas, que ça marchera pour eux, qu'ils vont aller très loin. Voilà. Donc même si ça marche pas, ils feront autre chose de grand, ils seront entrepreneurs de génie, ils seront artistes, etc. Mais tous les grands champions du sport, en tous les cas, avaient cette espèce d'engagement-là tout petit. Ça, c'est la première chose vraiment qui les caractérise. Et après, ce qu'on voit moins, c'est parce que c'est du sport, c'est qu'ils sont extrêmement intelligents. Des formes d'intelligence parfois différentes de ce à quoi on s'attend. Ouais, tout à fait. Mais ils sont hyper lucides, une conscience du monde très grande, une capacité à anticiper les choses qui est aussi très forte. Ils parlent très vite plein de langues, ils apprennent très vite, ils se cultivent vachement, ils sont intéressés par un tas de trucs, l'art, le cinéma. Ils comprennent vite les rapports de force aussi. Oui, ça, ils sont monstrueux, vraiment. Ils savent très bien, en foot, ce qui est fascinant, c'est qu'ils ont une capacité en fait à faire team en étant solo qui est hors du commun. Vraiment, ça c'est un truc vraiment incroyable. C'est-à-dire, est-ce que n'importe qui pourrait devenir champion ou est-ce que dès tout petit, on peut déjà se dire que non, quoi?
Non. Ok. C'est un peu radical comme réponse. Je vais baisser avec plaisir, explique-nous ça. Mais il faut, je fais une comparaison physique, si tu veux, tu veux jouer au basket pro, à NBA, si tu fais 1m65, ça va être compliqué. T'es d'accord? Moi, je te sors Tyron Box immédiatement. Voilà, Moxie Box, il y en a une exception. Non, voilà. je déconne. Il y a l'exception, il y en a toujours en fait, Bien sûr. mais c'est extrêmement compliqué quand même. Mentalement, c'est pareil, il faut avoir des capacités mentales, cognitives hors du commun pour aller très haut, dans le sport comme ailleurs, hein, que ce soit dans l'art, la politique. Mais ça se travaille pas? On peut pas améliorer? On peut le travailler en fait. Okay. On va optimiser beaucoup de compétences, mais des compétences, mais il faut quand même des capacités, donc plutôt innées, naturelles, au-dessus de la moyenne. Voilà, donc souvent, ce qu'ils ont au-dessus de la moyenne, c'est leur énergie physique, qui est monstrueuse. Franchement, pour les parents, gamins, c'est un enfer à gérer, mais par contre, pour les coachs sur le terrain, c'est juste parfait. Énergie de dingue, motivation, comme je t'ai dit, vraiment hors norme. Souvent aussi, c'est des bêtes de concentration. Donc, ils savent vraiment rester hyper concentrés, donc ils apprennent très vite, tout ça. Ils ont souvent aussi un imaginaire très, très fort. Ok. Voilà, ça, donc en fait, on peut le travailler. Et en foot, ce qu'ils ont de spécial, c'est qu'ils ont une capacité à gérer le stress qui est incroyable, vraiment incroyable. Là-dessus, moi, je suis fan, hein, vraiment, ils ont un naturel calme, tempéré et assez froid, en fait. Pas tous, mais vraiment là-dessus, ils sont incroyables. Ouais, un détachement parfois par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à... qui fait peur presque des fois. Oui. Bon, on en reparlera. Je pense qu'il y a de quoi dire. Moi, je voulais te lancer directement sur un sujet. Plus de 60% des joueurs connaissent un épisode dépressif durant leur carrière. C'est impressionnant. Oui, Dit comme ça, oui. En ce moment, il y a une vague dans les médias de parler beaucoup de santé mentale des joueurs, ce que je comprends en fait à moitié. D'accord. Parce que je suis psy pour des sportifs pros, mais pas que, aussi pour des gens du quotidien, et je bosse dans différents secteurs, l'hôpital, l'entreprise, tout ça. Les sportifs pros ont une vie hors du commun. Ils font des choses hors du commun, ils gagnent de l'argent de façon aussi absolument... hors du commun. Ça dépend des sports. Bah, en foot quand même, vraiment, en foot, clairement. Les sommes sont franchement... déraisonnables. Voilà, c'est le terme le plus neutre possible, tout en montrant son côté un peu comme ça extravagant. Donc oui, ils ont une vie des fois compliquée, ils jouent beaucoup, ils se fatiguent physiquement, des fois ils sont maltraités, je trouve aussi par les coachs et par les clubs, etc. Mais ils ont beaucoup d'argent, ils ont de quoi se payer tous les meilleurs psys de France, de Navarre et du monde s'ils veulent. Donc voilà, c'est pas des gens que moi je plains naturellement, je suis psychologue, donc c'est un peu contre nature, tu vois. Mais oui, leur vie est compliquée des fois, oui, ils sont sous pression constante, ils jouent trop. C'est certain, donc ça les épuise physiquement, émotionnellement. Ça crée des ravages aussi d'un point de vue familial, avec les enfants, les maris, tout ça, les femmes, la famille aussi élargie, parce qu'il y a l'argent qui vient là-dedans et ça crée beaucoup de tensions auprès de la famille. Mais il y a pire. Voilà. Non mais sans les plaindre, il y a toujours pire. Mais dans la société traditionnelle, il n'y a pas 60% des salariés normaux ou des Français normaux ou des citoyens normaux qui ont un épisode dépressif entre leurs 18 et leurs 35 ans, qui est à peu près la période d'une carrière. C'est impressionnant. Bah, on est quand même quasiment dans ces stats-là si tu prends la vie entière en fait. Ah oui, mais ça veut dire de 18 à 80. Quoi. Exactement. Mais comme les footeux sont dans une vie intense entre 18 ans et 30 ans, en effet, ça accélère un peu le processus et donc il y a plus de conséquences psycho et médicales. Mais oui, ça ne se dit pas parce que les joueurs ne veulent pas avoir l'air faibles. Donc ils aiment pas en parler, ils vont pas chez le psy concrètement, même les psys de club et de tout plus ça. en plus, tu le sens ça? Ouais, en foot. Ah ouais. Bah ça part de zéro en même temps. Hein. Ouais, ils voient des préparateurs mentaux, ce qui est moins connoté médical qu'un psychologue, donc ce qui est moins péjoratif pour eux, tu vois, c'est un peu plus perf, c'est un peu plus tranquille, tu vois, à expliquer. C'est vrai, c'est complètement ça. Mais en plus, dans le foot, il y a beaucoup de cultures mélangées, donc on n'a pas les mêmes repères aussi dans le monde médical. Selon les religions, selon les... donc ça joue beaucoup. J'ai vu un joueur, je peux raconter une anecdote, j'ai vu un joueur il y a 4 jours, pour la première fois. Je lui dis alors, on se connaît pas et tout, on va faire connaissance. Je lui dis un peu qui je suis, comment je travaille, tout ça. Et je lui demande s'il a déjà vu un psy et préparateur mental. Il me dit oui, j'en ai déjà vu un. Je lui dis ok, où ça? Au club. Et tu lui as dit quoi? Rien. Je lui dis comment ça? Non, j'ai vu 2 fois, je voulais rien lui dire. Pourquoi? Il me dit parce que je veux pas que le staff et que les coachs soient au courant de ce que je leur raconte. Il me dit dans un club, tout se sait, je veux pas lui parler. Je me suis dit ok, ça montre lui, bien. Il a quelque chose, ça veut dire. Non, ça veut dire que
Oui, non, c'est un joueur un peu atypique, toi qui as un profil vraiment singulier, mais hyper intéressant pour le côté performatif, mais qui ne veut pas s'exprimer dans un club, parce que dans un club de foot, en fait, c'est tellement un vase clos qu'en fait, tout se sait, que les coachs souvent sont hyper contrôlants, ils veulent tout savoir, tout voir et être au courant de tout. Et donc, moi, je sais que je bosse mieux comme psychologue, tu vois, en dehors des clubs que dans un club. Ok. Parce que tu as l'impression que tu es l'œil de Moscou? Parce que les joueurs ne veulent pas parler, en fait, que c'est jamais le calme vraiment dans un club et qu'en plus les joueurs ont intérêt. Pour le coup, je pense qu'on devrait plus se caler sur les façons de travailler des Américains, des 4 majeurs américains, où en fait les clubs payent très cher les joueurs. Ils leur disent du coup, vous payez cher, donc vous vous démerdez. Okay. Vous allez voir les préparateurs physiques, les psys que vous voulez, mais en dehors, vous les payez vous en fait. Voilà, vous êtes indépendant, autonome, et on vous laisse une liberté assez grande. Nous, on veut tout contrôler, tout fédérer, tout centraliser, et donc je ne sais pas si c'est une bonne solution. Ok. Mais l'hyper-responsabilisation des joueurs, ça fait que, je sais pas, aux États-Unis, ils font n'importe quoi, les joueurs. Non, mais sérieux, 5 ans après la fin de leur carrière, il y en a, je sais plus, 75% qui sont ruinés. Enfin, ils font carnage quand même aux États-Unis. Tout à fait. Bah, ils vont loin, ça reste américain. Mais... Ouais. Alors que moi, pour être honnête, moi, je pense le contraire. C'est-à-dire que je trouverais sain que en centre de formation, c'est-à-dire dès le plus jeune âge, chez les jeunes, les joueurs soient formés aux conséquences de devenir professionnels. Exactement. On les forme techniquement, tactiquement, physiquement à devenir des champions, mais pas aux conséquences de devenir champion. Et la santé mentale en fait partie. Ah, mais je te rejoins. Il y a les petits en formation et les pros, et pour moi c'est 2 mondes différents en fait. Et les petits, il faut faire beaucoup de prévention sur un tas de points que tu as dit en fait. Qu'est-ce que c'est vraiment qu'être pro, etc. Et quelles conséquences il y a, tout ça. Et... Qu'est-ce que va être ma vie si je réussis? Exactement. Comment ça se matérialise une dépression d'un champion? Et à quel degré c'est vraiment massif dans le football d'aujourd'hui? C'est hyper compliqué à évaluer, hein, parce que même s'ils en parlent, c'est souvent post, tu vois, quand c'est passé. Fini. Ça se matérialise comme chez tout le monde par une baisse de concentration, une perte de motivation, donc du coup les perfs vont aussi être tout de suite impactés. Le sommeil va être très perturbé, mais en même temps il est tout le temps chez eux, donc bon, ça n'arrange pas la chose. Je crois que ce qui se dit moins aussi, c'est que ça vient souvent en conséquence de fatigue physique, donc il y a l'entraînement et au match, mais aussi il y a des conflits d'ordre personnel, voire avec le staff. Comme chez tout le monde, en fait, le burn-out, la dépression, tous ces syndromes-là assez violents, tu vois, sur le plan psychologique. Souvent, une des conséquences qui n'est pas la seule, enfin une des causes, mais qui n'est pas la seule, c'est quand même le conflit émotionnel. Donc avec femmes, avec de la famille proche, ou avec des joueurs dans l'équipe, ou avec des membres du staff. Ça, on n'en parle jamais, mais c'est super important dans le vestiaire quand ça se passe mal. Le nombre de joueurs qui se font manger dans un vestiaire ou quoi. Ça, raconte-moi un petit peu si tu veux bien, parce que c'est assez impressionnant et on n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Et pour le coup, moi j'étais choqué quand vraiment je bossais avec des joueurs vraiment, tu vois, dans des clubs de façon intime ou des sélections, du nombre de bagarres entre joueurs ou de conflits entre joueurs. C'est un truc de fou. Hier, j'ai vu un joueur qui m'a raconté ça m'a fait rire en fait. On leur a inculqué que c'était les meilleurs. Et donc, ils ont une espèce de mindset là de je suis le meilleur. Mais si tu es le meilleur, ton concurrent, il est moins fort, tu vois. Donc forcément, mais des fois, il joue. Voilà, des fois, il joue. Donc forcément, il y a un truc qui ne va pas. Donc cette espèce de persuasion-là, à se dire je suis le meilleur tout le temps, ça amène un peu de performance, certes, mais aussi beaucoup de conflits avec les autres. Et donc, ils sont constamment dans le conflit de il joue pas moi, il était meilleur que moi pas moi, il marque pas moi, etc., etc. Et donc, les joueurs sont dans une espèce de guerre d'ego, mais non-stop. Non-stop. Alors, c'est moins vrai dans les très grands clubs, où les mecs sont beaucoup plus smart, c'est plus intelligents, en fait. Voilà, ils ont une sorte de intelligence sociale et ils sont beaucoup plus tranquilles, mais à un niveau en dessous, tu vois, un club de Ligue 1... milieu de tableau, fin de tableau, c'est la guerre. Ah ouais, c'est un truc de fou. Raph Varane, quand on en parlait de tout ça, il me disait c'est la guerre en formation. Chez les jeunes, c'est la guerre. En effet, j'ai vu des clubs de formation où c'est la guerre. C'est la guerre entre les joueurs, les entraîneurs entretiennent cette guerre-là. C'est un peu darwinien comme principe. Tu vois, c'est que le meilleur gagne ou que le plus résistant gagne surtout. En fait, voilà. Et elle se matérialise comment cette guerre? Chez les petits? Ouais. Bizutage, très féroce, très féroce, très violent. Genre les pires bizutages qu'il puisse y avoir, c'est quoi? Ça va à la bagarre physique. Souvent, tous sur un truc comme ça? Sur un, absolument, ou sur deux, souvent répété.
peut-être pas quotidienne, mais souvent répétée quand même assez souvent. Mise à l'écart du groupe, on met des petites claques par-ci par-là, on humilie par des petites phrases, des surnoms aussi, toujours un peu... Pas très valorisant. Ouais. Ça, le fait, je pense aussi qu'il y a des gestes à l'entraînement violents qui, à mon avis, sont souvent volontaires. Donc il y a des blessés qui sont des conséquences d'actes, on va dire, de vengeance ou de répression. Ça va jusque-là. Ça va même jusqu'à la violence sexuelle des fois entre joueurs aussi. Waouh. Genre, c'est-à-dire ? Genre, ils se maltraitent physiquement, sexuellement, ils s'introduisent des objets, etc. Ils vont se raser les parties, ils vont faire des trucs comme ça. Donc des fois, c'est du viol. Il y a des cas quand même assez lourds. Alors, ça ne se sait pas parce que les clubs ne veulent surtout pas que ça sorte du vestiaire et de l'interne. Ça se sait un peu plus dans des sports, entre guillemets, où c'est plus l'État qui gère, ou toutes les instances, on va dire, sportives fédérales. Même si c'est aussi très difficile, tu vas sortir. Mais non, ils vont loin. Ils vont très loin. Après, un centre de formation, tu as 50 gamins entre 13 ans et 18 ans, quasiment que des garçons, gérés que par des garçons. Donc c'est ultra viril, ultra masculin. Ils sont costauds. C'est un rapport de force du quotidien. C'est forcément, ça ne peut que mal tourner si c'est pas encadré. La construction est tellement violente. Enfin, moi, je voulais te parler aussi des relations avec les filles, de la construction de comment ils se construisent par rapport aux filles. Qui est selon moi souvent malsain parce que on va pas se mentir, dans les collèges souvent il y a les filles les regardent parfois avec des grands yeux, ils ont le logo du club, enfin tu vois, socialement c'est un peu on les regarde un peu comme ça, comme un peu les gens intéressants du machin, donc ils n'ont pas la culture du non. Enfin moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de champions de manière générale qui n'ont pas trop la culture du non, et que c'est une difficulté qui peuvent traîner longtemps, et que ça peut compliquer leur relation avec les femmes durant leur carrière, durant leur vie en réalité. Exactement. Mais oui, à 18 ans, ils gagnent 50 000 balles par mois des fois. Tu vois. En tout cas, plus que leurs parents n'auront jamais gagné dans leur vie. Exactement. Ils viennent de contextes souvent défavorisés sur le plan culturel, social, tout ça. Donc oui, ils ont du pouvoir financier, du pouvoir aussi de séduction par rapport à leur statut de footballeur, tout ça, et qui plaît aux filles. À certaines filles en tous les cas. Et donc oui, ça peut vite dévier, c'est sûr. Qu'est-ce qui est le plus dur pour un joueur mentalement ? Je pense que dans la vie en général, c'est l'argent. On parle vraiment du foot, c'est vraiment très particulier, c'est l'argent. Ça les rend parano, et le foot a ce problème-là que... Il y a beaucoup d'argent et beaucoup de gens qui manquent d'éducation et qui n'ont pas d'assises, de stabilité au départ, donc forcément ça ouvre la porte à toutes les conneries. Donc ils sont parano à mon sens, et c'est du coup très compliqué parce que quand tu veux les aider, en fait ils ferment la porte. Donc ils sont un peu pris au piège eux-mêmes parce qu'ils sont enfermés dans un truc où du coup il n'y a pas de solution, quoi. Donc ça pour moi c'est le principal problème, c'est l'argent qui crée du conflit avec la famille proche et un peu plus lointaine. Ou comme le disait l'autre jour, je sais plus quel joueur, dès que tu as un contrat pro, tu découvres que tu as plein de cousins, quoi. Tu découvres des cousins partout. Et j'ai même des histoires pires, y compris des grands joueurs qui redécouvrent leur père. Où le père rapplique. Et ça, j'ai des exemples où ça a tué des carrières de joueurs qui étaient partis pour être des stars mondiales, et j'ai des exemples de joueurs qui ont réussi à le surpasser. Ouais, c'est terrible. Ouais, donc le plus dur, l'argent. Hors dehors du terrain. C'est l'argent parce qu'ils ont très vite beaucoup d'argent, qu'ils n'ont pas appris à l'avoir, qu'ils n'en avaient pas avant, et qu'ils n'ont pas, je pense, c'est un peu ce que je dirais, être un peu cash, mais ils n'ont pas la culture pour gérer ça en fait. Ils n'ont pas la stabilité, ils n'ont pas la connaissance du marché, la connaissance de l'économie globale, ils n'ont pas de réseau, donc en fait ils sont dépendants de leur argent et de qui vient. Et on leur a pas appris à le gérer. Et on leur a pas appris, mais en même temps, imagine-toi à 18 ans. Mets-toi, nous, à 18 ans, est-ce qu'on a pu le faire ? Franchement, je suis prof pour d'école de commerce, toi j'ai des gamins de 20 ans en cours, c'est des enfants. C'est des enfants, et ils n'ont pas l'intelligence, le recul sur le monde pour comprendre ça. Alors les photos sont quand même très matures très tôt. C'est ça que j'allais te dire. C'est vrai qu'ils y pensent déjà à 12 ans, c'est un peu leur leitmotiv, c'est l'étude. Non, mais c'est vrai. Mais je sais pas si cérébralement ils sont assez cortigués pour vraiment à 18 ans. Et petite question sur la gestion de l'argent. J'ai l'impression qu'il y a une vingtaine d'années, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, l'objectif ultime d'un joueur, c'était le palmarès. J'ai l'impression que maintenant, l'objectif ultime d'un joueur, c'est gagner le plus d'oseille possible. Et que les gars se classent dans le vestiaire en fonction de combien ils gagnent, plutôt qu'en fonction de quel est ton palmarès, quoi.
Il y a quand même beaucoup ça, hein, pas Ouais. se mentir. J'ai certains joueurs qui pensent quand même palmarès. Mais c'est compliqué parce qu'il faut que tu joues dans des bons clubs ou des bonnes sélections. Tu vois. Non, mais ça veut dire qu'il faut que tu fasses tes choix en fonction de choix sportifs et moins en fonction de choix financiers. Exactement. Donc ça reste quand même pas mal les choses. Après, c'est assez compliqué. Mais oui, dans le rugby, il y a le même là en ce moment changement de mœurs. Qui était un sport plutôt tradit, tu vois, plutôt de terroir, machin, plutôt classique, et qui là a une nouvelle génération de joueurs qui pensent beaucoup au contrat, aux sponsors. Quel parallèle tu fais entre l'évolution du football et l'évolution du rugby par rapport à l'argent? Écoute, j'ai 40 ans, j'ai commencé à 25 ans et depuis que j'ai 25 ans, donc je bosse dans le rugby. Donc vraiment, j'ai vu l'évolution du rugby. Ouais, tu l'as vu bien exploser alors. Ouais, vraiment. J'ai vu l'inside, tout ça, donc j'ai vu beaucoup de changements. L'argent change beaucoup de choses, mais le problème du rugby, c'est qu'ils ont un positionnement qui est quand même très moral. Notamment les instances, sauf qu'ils sont loin d'être, tu vois, d'être exemplaires. Donc, j'adore le sport, hein, j'ai envie de dire, mais ils font des reproches aux jeunes et aux joueurs, etc., que eux-mêmes ne s'appliquent pas. En fait. Donc, c'est compliqué. Du coup, c'est un sport que j'adore, mais il y a, c'est loin d'être rose, vraiment. Ouais. C'est loin d'être rose. Et sur le terrain, c'est quoi qui est le plus dur? Donc, l'argent en dehors du terrain. Sur le terrain, moi j'ai envie de dire bêtement, ne pas jouer. Ouais, ça dépend des âges. Je trouve que chez les jeunes entre 18 et 22, 23 ans, ce qui est dur pour eux, c'est qu'en fait, ils n'ont pas la maturité, je reviens à ça en fait, ils n'ont pas la maturité de comprendre ce que le coach attend d'eux. Et du coup, ils jouent comme eux, ça leur paraît bien de bien jouer. Donc selon leur force et leur capacité, sauf que souvent le coach s'en fout, il veut autre chose et ça il le capte pas. Donc un gros du taf qu'on fait en préparation mentale, c'est les aider à comprendre qu'en fait il faut se mettre un peu à la place du coach qui gère 25-30 gars au quotidien, que c'est insupportable, ingérable, et que donc moins il va créer de problèmes au coach, plus le coach va l'adorer. Et donc c'est un jeu comme ça, une espèce d'influence sociale, de comprendre quelle est ma place dans ce groupe-là, comment trouver une place vraiment, tu vois, importante. Et du coup, trouver un jeu ou changer mon jeu pour que ça soit vraiment cohérent par rapport à ce que le coach attend de moi. Il y a ça. Après, dans le foot, ce qui est particulier sur le plan psycho pur, c'est qu'il y a quand même beaucoup de blacks d'Africains, musulmans, tout ça, qui ont une culture différente sur le côté psycho que nous, les blancs, tu vois, occidentaux. Et donc, on doit faire un gros travail avec eux de ce que c'est que les émotions, la confiance, etc. Parce que pour eux, tout ça, c'est du... c'est du bullshit. Ça n'existe presque pas en fait. De ce que j'en perçois avec les blacks, c'est plutôt pour moi culturel. C'est des cultures, en même temps je dis ça, mais genre, je parle ça avec des potes à moi, je dis mais en même temps toi, on rigole de ça. Je dis mais nous il y a 30 ans, 40 ans, est-ce que nos parents parlaient d'émotions, de bien-être et de machin? Rien du tout, tu vois. C'est notre génération qui a changé et qui est plus ouverte. Donc les blacks que je vois en France, avec qui je travaille en Afrique, tout ça, n'ont pas du tout la culture des émotions et même de parler de l'approche psychologique. Puis ils ont plein de croyances. Oui, voilà. Ils ont plein de croyances, t'as vu, marabout, machin, etc. Bien sûr. Après, les musulmans, les arabes, tout ça, eux, ils sont plus sur une approche vraiment très virile et très antifragile. Et ils veulent pas en parler pour des questions d'orgueil, tu vois, et vraiment de postulat un peu viril, quoi. Donc ils nient le problème. Ils le nient, voilà. Ils n'aiment pas que je dise ça, mais quand tu vois comment ils jouent en équipe nationale, tu dis quand même, les gars, il y a un problème. Vous stressez comme jamais parce que c'est votre pays, etc. Oh non, pas du tout, coach. Je dis, ah si, je vous ai vu jouer, il y a un problème. Tu sais plus jouer. Mais pour eux, c'est compliqué, tu vas accepter en fait. Donc je pense que toi, par exemple, l'équipe africaine qui fera un travail mental à la prochaine CAN, véritablement, elle va performer de suite. Parce que je les ai vus en live en fait, et ils sont tous à un niveau de stress qui explose des compteurs. D'accord. Donc celui qui travaille un peu, tu vois, celui qui apprend... C'est pas le cas ? Non, pas du tout. Sérieux ? Ah, rien du tout. Moi, j'ai bossé pour la Guinée. C'était une expérience, une expérience, on va le dire comme ça. J'ai croisé du coup pas mal de sélections à la CAN. Il y avait pas de, j'étais le seul psy préparateur mental sur tous les pays, je pense, qui était sélectionné. Et là, de ce que je sais, il n'y a pas de travail fait au Maroc. Il n'y en a pas non plus fait en Algérie et dans les pays. Sénégal, rien du tout. Sénégal non plus. Ils ont un staff qui est très très blanc, très européen, même très français, mais il n'y a pas de préparateur mental, je crois. Et c'est assez compliqué en plus parce que bon,
Tu vois, par exemple, la Guinée, il y avait 3 langues au moins dans la sélection, même plus. Il y avait, je parlais anglais, espagnol, français, et la langue locale, j'ai pas pu, mais tu vois, c'est vraiment particulier. Parce que pour le grand public, en gros, et tu l'as dit tout de suite en introduction, pour le grand public, les joueurs ne peuvent pas se plaindre parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent. C'est pas exactement ça. En fait, il y a 2 choses. C'est que un champion, vraiment le sommet de la pyramide, le champion, on le voit avec des yeux de demi-dieu, et c'est quelqu'un qui a une stature qui fait que il ne peut presque pas se plaindre. Parce qu'on le voit comme un héros, quoi, tu vois, en fait. Et un héros, il a évidemment des fragilités qui sont intéressantes. Mais on s'en fout, quoi, en gros. C'est pas qu'on s'en fout, c'est qu'on veut voir en lui un truc positif et un truc qui permet à un peuple, à un pays ou à une culture, tu vois, de s'élever et d'amener une sorte de joie, de plaisir, de fête, de réussite, en fait. Donc, on va l'écouter parler quand il s'exprime de façon très posée sur ses problèmes. Par exemple, aux States, Simone Biles, quand elle parle, on l'écoute. Parce qu'elle a mis le temps pour parler de ses violences sexuelles qu'elle a subies par rapport à son ancien entraîneur kiné. Là. Elle a mis le temps, elle a mis les mots qu'elle voulait mettre dedans et elle est passée à autre chose. Mais tu vois, elle n'a pas fait, si tu veux, une identité, où elle n'a pas été dans je sais pas comment dire ça en fait, parce que c'est un sujet qui est très délicat, mais en fait, elle ne joue pas la victime. Elle explique ce qu'elle a ressenti, comment elle l'a vécu, très mal, les conséquences, mais elle montre aussi une sorte de résilience où elle va vers du changement et vers, tu vois, elle va en faire presque une force, où elle va en faire quelque chose de concret en fait. Voilà. Mais elle n'est pas sur un postulat qui n'est que victimaire. Ce que je trouve de mon point de vue de psy, de préparateur mental, avec ceux qui sont exprimés en France, sans dire de nom, c'est qu'ils ont un postulat qui est un peu, on va faire comme tout le monde et on va dire ce qu'on a vécu nous aussi, et un peu plaignez-nous, quoi. Mais je sais pas si c'est une bonne façon de faire pour eux déjà en tant que personne, et pour les gens qui écoutent, je suis pas sûr en fait. Quel serait le mauvais côté? Je comprends pas. C'est-à-dire que c'est juste quelqu'un qui raconte ce qu'il a vécu lui. C'est un être humain comme toi, comme moi, mais qui est meilleur au ping-pong, au foot, etc. C'est la question de fond. Est-ce que c'est un être humain comme toi et moi? On est égaux, si tu veux, d'un point de vue d'humain, mais on n'a pas les mêmes talents, pas les mêmes capacités et pas les mêmes avantages. Mais chacun en a. Mais tout le monde en a. Tout le monde en a. Mais socialement, je ne sais pas si les gens sont prêts à entendre aujourd'hui les traumatismes ou la complainte ou les réelles violences ou les réels traumas qu'ont subi des sportifs qui gagnent autant d'argent. Je suis pas sûr en fait. Politiquement, socialement, je suis pas convaincu. Vraiment. Évidemment qu'ils ont des problèmes comme tout le monde. Mais il y a plein de gens en France qui vont pas très très bien et qui sont dans une souffrance humaine, économique, sociale beaucoup plus grande que des footballeurs en fait, ou que d'autres sports, hein, c'est pas que les footeux. Mais voilà, donc moi je suis lancé par rapport à ça parce que je me dis quand même, les mecs, on peut se plaindre, il faut aussi rester un peu, tu vois, décent et les pieds sur terre. Voilà. Un footeux qui est en dépression, encore une fois, j'entends, c'est juste, mais il peut se payer tous les psys de France s'il veut en fait, tu vois. Il peut aller aux meilleurs hôpitaux, cliniques de France privées, il va à Dubaï se faire soigner, etc. En France, pas grand monde peut faire ça, tu vois. Donc, toi, en 15 ans d'expérience, les plus grandes dingueries que tu as vues dans le football? Sur ce que tu dis là par rapport au fait qu'on ne peut pas les plaindre, je pense que c'est quand même compliqué pour des Français qui sont en galère de plein de choses, d'avoir de l'empathie pour un joueur qui va dépenser 100 000 balles pour un week-end pour aller se promener en Europe ou je ne sais où en fait, tu vois. C'est compliqué en fait pour des gens de comprendre ça. Donc l'argent revient à ça, mais en avoir autant et le dépenser de façon aussi comme ça, tu vois, un peu extravagante ou de façon aussi des fois, je trouve pas le bon terme, presque amorale en fait ou immorale. C'est quand même, ça interroge, tu vois, en fait, ça interroge. Alors, c'est le foot, il y a plein d'autres mondes où il y a aussi beaucoup d'argent, ça se sait pas, ça ne se dit pas et c'est un peu plus, tu vois, secret. Dans le cinéma et tout machin, l'argent, c'est un truc de dingue. Mais, ouais, je pense qu'il faut savoir des fois rester un peu, tu sais, respecter un peu les codes quand même, tu vois, il faut savoir un peu... Donc ça veut dire, en dinguerie, le faire claquer de manière démesurée, de manière irrationnelle. Absolument, l'argent, bon, le sexe. Ouais. Je sors un peu du cadre du foot. Toutes les personnes que j'accompagne qui sont des performeurs au sens large, entreprises, politiques, art,
essentiellement, tu vois, vraiment très haut de la hiérarchie, ont quand même généralement des comportements sexuels totalement hors de la norme. Totalement. Ils ont besoin d'une fréquence de rapports sexuels énorme, 2, 3, 4, 5 fois par jour. En se sentant très performant. Exactement. Avec un rapport à la performance qui est important. Exactement, en usant de plus ou moins de produits, etc., ou d'alcool, des choses pour aller vers ça. Mais quand tu fais ça, tu vois, d'un point de vue matériel, il faut trouver pour ça les personnes avec qui tu fais l'amour 3, 4, 5 fois par jour, en fait. Donc, voilà, matériellement, c'est interrogeant. Une femme peut ne pas suffire, c'est ça que tu veux dire? Oui, parfois. voilà, on va le dire comme ça. Les joueurs, ils ont un rapport à leur corps. Ça, je vais le nuancer parce que c'est très différent entre les cultures, quand même. Ok. Les joueurs de foot d'origine africaine sont hyper pudiques. Ok. Les musulmans aussi, les joueurs plus européens, freestyle, vraiment. Ils ont un rapport au corps qui est vraiment détaché. En même temps, ils se douchent 3 fois par jour, ils sont tout le temps dans les vestiaires ensemble. Donc le sexe est vraiment particulier dans ces mondes-là, haute performance et avec le corps qui est vraiment prédominant et l'énergie qui va avec. Ce qui m'a choqué aussi, c'est toi le côté pour le couple. Tu vois, par exemple, tu parles de la dépression. En fait, j'entends tout ça, mais des fois, je suis plus choqué, moi, par la façon dont on traite les joueurs en termes de management et tu vois, de contrat de travail. Je me dis, mais quand même, on les placardise, on fait un loft. Non, mais franchement, dans quelle entreprise on fait ça? Donc, c'est des marchandises, on ne le découvre pas, quoi. Exactement. Ils sont traités comme des marchandises. Et ça, tu vois, pour moi, ça sûr. m'interroge plus, toi, humainement, que la dépression. Parce que, en fait, c'est la dépression, ça se travaille, alors que le loft et le côté comme ça, un peu maltraitant, c'est systémique. Ouais. Et ça demande d'avoir un regard différent sur le contrat de travail, sur l'embauche des joueurs, sur le fait que c'est pas de la marchandise, mon gars, c'est des gars, en fait, tu vois, quand même. Et et je trouve que ça, on le minimise beaucoup. Bien sûr. Mais la réponse doit être systémique. Alors que, parce que c'est pas en jouant sur un joueur, ça va rien changer. Oui. Tu peux pas agir sur un joueur dans ce cas. Exactement. La réponse, elle est politique et systémique, en fait. Mais du coup, ça veut dire aussi bousculer un peu les codes et un peu les gros dirigeants et ceux qui ont beaucoup d'argent autour. Et ça pose plus de problèmes, tu vois. Donc, voilà. Si les joueurs gagnent beaucoup d'argent, c'est parce qu'ils en rapportent, c'est parce qu'ils sont dans un environnement où on crée beaucoup d'argent. Et ce qui amène l'argent, c'est les droits télé. Ouais. On va pas se mentir, il y a un truc qui amène l'argent. Or, les télés, les clubs, les ligues, les fédérations, tout le monde tire pour gratter la couverture de plus en plus sur soi, c'est-à-dire avoir le plus de matchs possible, organiser le plus de matchs possible puisque chaque match crée de l'argent. En même temps, il faut le nuancer parce que en fait, c'est seulement les 5% des meilleurs joueurs qui jouent beaucoup plus. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu te dis, personne pense aux joueurs, c'est des matériaux, on les utilise comme des matériaux et quand ça pète, ça pète? Oui, exactement. C'est exactement la logique, je pense, que les instances dirigeantes ont au niveau européen, international ou national. Mais les joueurs ne savent pas se défendre. Donc, ils n'ont pas de contre-pouvoir. Ils sont censés avoir des syndicats. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que là, vraiment, c'est politique et je sors de mon cadre de psy. Mais non, il n'y a pas de contre-pouvoir dans le foot, en fait. C'est un marché qui tourne tellement, qui fait tellement d'argent que tout le monde prend sa part du gâteau et puis se tait un petit peu, quoi. On fait avec ça. On met en avant un problème par-ci, par-là pour faire un peu genre, il faut faire un peu de débat politique et médiatique, mais franchement, ça tourne. Donc non, les joueurs jouent trop. Raphaël Varane, du coup, avec qui je travaille, il m'a expliqué ça. Il m'a expliqué que quand il était en équipe de France, il avait, je crois, 8 ou 12 jours de semaine de vacances par an. C'est fou, en fait. C'est lunaire. C'est fou. Et en plus de ça, je sais comment ça se passe en sélection. C'est l'horreur, en fait. T'es parqué dans que ce soit à Paris ou autre, à Clairefontaine ou autre, c'est l'enfer. T'es bloqué, tu peux pas sortir, t'es en claquette sur vêtements tous les jours. C'est l'armée, en fait, version tu vois, sportive. Tu vois pas tes femmes, pas tes enfants, pas ta femme, pas tes enfants. Je connais un peu trop le milieu pour le connais pas tes femmes. T'es bloqué, tu vois, en fait. T'es soumis à des codes d'une autorité, pour moi, qui est complètement has-been, mais bon, qui marche encore dans le foot. Donc non, c'est l'enfer, en fait, tu vois, c'est l'enfer. Bien payé, une forme d'enfer. Voilà, mais c'est un moment, en tous les cas, qui est dur à supporter. Et, ouais, les mecs jouent trop. Tu vois, physiquement, en fait... Raph, pareil, il me disait, pareil pour Amadou, quand il joue... Amadou Onana, avec lequel tu travailles. Comme c'est des joueurs qui vraiment, tu vois, sont hyper engagés dans ce qu'ils font, hyper sérieux, ils mettent tout leur cœur dans les matchs, quoi. Alors, donc, match, chez eux, il est toujours joué à fond, ou quasiment à fond.
Donc ils rentrent à l'hôtel ou chez eux et ils dorment pas de la nuit. Donc ils mettent 2 jours, tu vois, à récupérer en fait. Mais quand tu rejoues au bout de 2 jours après, t'es cramoisi en fait, tu vois. Plus tes entraînements, les machins, etc. Donc je pense vraiment qu'on a pris un système de... Encore une fois, je reviens au système américain où ils jouent beaucoup, les joueurs, mais il y a aussi très peu d'entraînement et il y a des grandes phases de récupération entre les saisons. Là, en Europe, c'est pas la logique. Faut spécifier, je pense, parce que le grand public sait pas forcément. Mais si on prend l'exemple NBA, la NBA joue 82 matchs de saison régulière, mais je sais plus, c'est genre entre octobre et février, un truc comme ça, février-mars. Et après, en gros, ils jouent de octobre à juin, quoi. Mais ils ont juin, juillet, août, septembre de libre. Exactement. Voilà. Pendant lesquels ils peuvent vraiment faire leurs fondamentaux, retravailler, etc. Mais calmement, sans pression, se régénérer, etc. Ils s'entraînent finalement assez peu dans la période. Pendant la saison, ils s'entraînent pas. Voilà. Donc c'est ça en fait. Ils voyagent, ils ceci, cela. Donc ils ont adapté quoi. Nous, on n'est pas sur ce rythme-là. Alors d'ailleurs, je pense que le foot y perd parce que de ce que je vois, alors, je suis pas expert là-dedans, mais de ce que j'en perçois, de ce qu'on me raconte, c'est que les joueurs en fait sont moins bons sur le plan technique et je pense aussi sur le plan de la créativité, tu vois, un peu artistique en tant que joueur. Par contre, c'est des mecs qui sont ultra résistants. Ouais. Voilà. Donc on a des joueurs qui sont très bons physiquement en termes de résistance, très rapides, tout ça, très véloces, mais peut-être qu'ils sont moins créatifs, qui sont moins émotionnels aussi, qui sont moins empathiques, moins sur le côté de jouer ensemble, moins créer en général. Et donc le jeu, je pense, il perd un peu, voire beaucoup. Mais ça, après, c'est un débat. Et les 2-3, alors évidemment que les joueurs sont tous différents, etc., mais les 2-3 types mentaux de joueurs, ce serait quoi? Il y a quand même 2 gros types de champions de ce que je vois. Il y a le champion typé, je vais dire les noms, Mbappé. Mbappé qui est de la trempe des Jordan, Tiger Woods ou Armstrong en vélo, en cyclisme. Des joueurs extrêmement intelligents, doués physiquement, mais froids d'un point de vue émotionnel. Donc pas très empathique, voire pas empathique du tout, qui le font croire pour avoir une image comme ça un peu plus sympa et un peu plus, si tu veux, médiatiquement, tu vois, sympa et humaine, tout à fait, mais qui ne sont pas des joueurs sympas en dehors du terrain, quoi. C'est pas des gars avec qui tu aimes passer des week-ends généralement. Enfin moi en tous les cas non. On travaille ensemble. On travaille très bien ensemble parce que je sais comment ça marche aussi et du coup c'est tac 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 ça avance, mais il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de sympathie vraiment et il n'y a pas de relation, si tu veux, affective. Tu vois, c'est professionnel, c'est tranché, c'est radical, c'est froid, c'est voilà, comme ça. Comme tu l'aurais avec des mecs comme Steve Jobs ou avec le mec de Tesla, Elon Musk, voilà. Tac, 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 il cherche tel profil, tu l'as, tu rentres dans son truc, tu l'as pas, tu dégages, c'est radical. Donc c'est ces profils-là de champions qui sont des mecs qui performent parce qu'en fait ils ont pas beaucoup d'émotions ou d'émotionnalité, donc en fait c'est une arme pour eux. C'est aussi un frein parce que en équipe c'est pas simple. Jordan en équipe c'était pas sexy, hein, parce que j'en comprends. Surtout dans la première moitié de carrière. Voilà, et après il est un peu nuancé. Après vous les gagnez quoi. Voilà. Donc ces profils-là, si vraiment je dois loin du côté psycho, je te dirais presque que ce sont des joueurs de type psychopathe, comme on dirait en psychologie, ou sociopathe. Toi tu dirais qu'Mbappé c'est un psychopathe quoi. Alors ça va choquer tous les mecs qui vont nous voir. En tous les cas, c'est un joueur de ce que j'en perçois de lui, de ce qu'il raconte et de sa façon de faire, etc. De ce que j'en vois par rapport aussi, surtout à comment il gère les problèmes, comment il gère la pression médiatique et comment il passe les conflits. Il est quand même très très fort. Il est tellement fort que je pense qu'il a une capacité à gérer le stress qui est hors du commun parce que justement il ressent pas beaucoup de stress et pas beaucoup de peur et pas beaucoup d'empathie. Et ça c'est ce qui caractérise un psychopathe. Voilà, exactement. Donc ça c'est le propre du psychopathe, c'est ce qui fait qu'il performe à des niveaux d'exception en politique et en économie, en entreprise et dans le sport. C'est qu'en fait il n'a pas beaucoup de crainte, de peur et il n'a pas d'empathie. Donc en fait les autres lui servent à lui pour aller marche au pied. Voilà. Mais c'est pas quelqu'un sur qui tu peux avoir tu sais, pas de confiance mais de la sympathie ou voilà. C'est des mecs qui sont seuls en fait. Ouais, je capte.
Même s'ils ont une batterie de consultants d'agents. Donc ça, c'est le modèle Mbappé, qui d'autre? Exactement. Mbappé, je réfléchis en foot qui ressemble un peu à ça. Bon, Jordan, en tout cas, ça c'est sûr. Jordan, c'est sûr. Armstrong en cyclisme, c'est connu. Tiger Woods, c'est aussi très connu. Puis, et en plus, les Américains adorent ces profils-là. Ouais. Nous, on aime moins ça, en fait. Ouais. C'est pour ça que Mbappé, il casse un peu les codes chez nous en France. C'est pas le profil de mec qu'on aime. Nous, on aime Zizou, tu vois. Bien sûr. On n'aime pas Mbappé, naturellement. Bien sûr. Donc, il casse un peu les codes. Explique ça. Pourquoi on aime Zizou? Non, c'est intéressant. Parce que Zizou, déjà, il est introverti. Il parle doucement, calmement, il est très humain. Il y a des vidéos d'ailleurs dans son jeu. Que tu as dû faire ou que j'ai dû croiser avec tes collègues de Canal, de lui à l'entraînement avec les jeunes à Madrid. Ouais. Mais c'est exceptionnel. Exceptionnel. La façon dont il parle aux joueurs, son ton, le mot juste, tu vois, il valorise des joueurs en fait. Ça, c'est ouf. Donc ça, c'est un joueur artiste, c'est un joueur... l'inverse de Mbappé, c'est un joueur en fait très émotionnel, très émotif, qui le montre plus ou moins parce que justement c'est très coûteux toi de le montrer dans un sport comme ça. Mais c'est un joueur qui a cette petite touche là. Alors je vais te dire en tennis par exemple, ça c'est cette petite touche là, c'est Federer, c'est Nadal. Okay. Et en froid t'as Djokovic. Voilà, tu vois, c'est un peu le clivage facile, mais ça marche toujours. Et nous, les Français, on aime Federer, Nadal et on aime moins Djokovic. Chaque culture a ses appétences, tu vois, mais nous, on est plus sur ces profils-là, en fait, naturellement. Donc, dans les joueurs chauds, il y a Raph Varad, qui est incroyable, qui, pareil, qui est aussi introverti. Et quand il parle, tu vois, il parle doucement, mais je peux te dire que déjà, tu as intérêt à l'écouter. Et puis, il a un talent pour faire passer les choses, en fait, tu vois, avec une sorte de naturel et de sympathie plus ou moins jouée qui fait que ça catch l'oreille tout de suite, quoi. Et tu vois, un champion, il y a un mec qui m'a fasciné, c'est Tim Grover, ancien préparateur physique de Jordan, qui lui a une vision très tranchée, beaucoup plus radicale que moi quand tu as des champions, etc. Il y a des niveaux de champions. Et il disait qu'un champion, il a une part sombre en lui, comme tout le monde, mais qui est plus grande que chez monsieur et madame tout le monde, et qu'il l'assume. C'est la grande différence. Donc un champion, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à trancher, à faire mal, à décevoir, à faire mal même physiquement, je pense, en fait, tu vois, à aller vers ça, parce que son objectif de gagner ça ou ça est plus grand que juste les gens qui sont en dessous. Donc c'est dur, hein, ce que je dis. Mais non, mais c'est totalement ça. Mais si tu regardes The Last Dance, c'est ça. Hein. Bill Wellington, tu as l'ancien pivot, etc., qui dit « Ah non, mais je l'ai détesté, tout à fait. Mais il m'a fait gagner. » Tout à fait. Est-ce que tu trouves que la santé mentale des joueurs est de plus en plus mise à l'épreuve? Si oui, pourquoi? En rugby, oui. Parce qu'il y a plus d'argent, plus de pression. Plus d'argent, plus de matchs, plus de pression, plus d'enjeux. Et en fait, tu vois, j'ai des joueurs en ce moment-là qui sont dans le dur parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre au niveau d'engagement, d'exigence du top 14. Et qu'ils ont un niveau qui est plutôt pro D2, etc. Et pour eux, c'est compliqué. Donc on essaye, ça va marcher, mais c'est difficile. En foot, il y a aussi le fait que les joueurs ont accepté que c'était plus court les carrières. Donc ils sont prêts à arrêter plus tôt. Tu trouves? Ouais. Je trouve que mentalement, ils sont prêts à accepter d'arrêter plus rapidement, en fait. Ou alors de jouer dans des micro-championnats ou dans des trucs, tu vois, juste pour les thunes et ça sera moins engageant physiquement. Moi, je vois souvent un aspect drogue dans le sport de haut niveau. Il y a un truc qui est très dur à accepter pour eux, c'est qu'en effet, tu vois, je pense à Raphaël encore une fois, mais quand j'ai joué la CAN avec donc, la Guinée, là, en fait, j'ai vraiment perçu inside dans l'équipe le pouvoir du foot sur un pays entier. Ouais. Tu vois, quand je suis arrivé là-bas, je mets le maillot, machin, etc. On joue, on s'entraîne, etc. Mais je me rendais pas trop compte. Et puis un jour, on joue un match, on gagne, et les joueurs me montrent sur leur téléphone, tu vois, des vidéos et des posts sur Insta et sur TikTok, des Guinéens en feu, tu vois, qu'on a créé. Je me dis, waouh, en fait, je comprends qu'en effet, tu vois, comment vous jouez, comment on joue, ça influence tout le pays, en fait, et que ça fait réagir tout le monde. Je me dis, waouh, quand même, c'est fort. Là, tu vois, j'ai vraiment capté l'influence sur un pays entier. Donc, quand tu joues ces matchs-là, quand tu fais ça, c'est une drogue. Et je pense que ce qui est dur pour eux à accepter, c'est qu'ils ne connaîtront peut-être plus jamais ça après, en fait. Cette espèce d'effervescence-là que tu retrouves quand tu es artiste, toi, que tu joues au théâtre, que tu fais du chant, un concert devant 5000 personnes.
quand c'est fini, t'as plus ça en fait. Et tu les vois, les artistes après, ils sont pas très beaux, tu vois, parce qu'ils sont un peu éteints. Ils ont plus cette espèce de drogue là que va t'amener une masse de gens mélangés avec des émotions de dingue, la musique, du son, enfin ça c'est énorme. Ça ils l'auront plus et je pense que ça c'est ce qui fait qu'ils essaient de le tenir jusque très longtemps. Après, est-ce qu'ils sont drogués au sport? Oui, c'est assez connu en fait en psychologie, on appelle ça l'addiction au sport, la bigorexie, machin, il y a plein de noms pour ça. Le sport pratiqué à outrance, et notamment les sports d'endurance, donc le foot va rentrer là-dedans, je pense, font que tu dégages telle et telle endorphine et hormones, tout ça, et donc ça te rend addict assez facilement. Et il y en a un qui en parle tout le temps, il n'aime pas ça, mais c'est Lizarazu, Bichent, tu le vois encore à l'âge qu'il a, comment il est gaulé, et le sport qu'il fait tous les jours, c'est incroyable. Mais il y a les drogués du sport qui adorent ça et qui en feront après leur carrière, qui resteront fit, et ceux qui prennent 10 kilos parce qu'ils n'en peuvent plus et que tu vois, c'est fini quoi. Ou ils feront autre chose pour s'amuser, mais t'as quand même différents profils par rapport à ça en foot. Hein. T'as vraiment ceux qui aiment le sport en tant que tel, ceux qui aiment le foot mais qui à un moment donné en ont marre quoi, et donc c'est fini et puis basta cosy, tu vois, on passe à autre chose. On va se faire un petit cas pratique avec Rafa Varane, qui est un cas super intéressant, particulier, mais super intéressant. Donc déjà son profil psychologique, puisque tu m'as dit que tu commençais avec le profil psychologique. Rafa, c'était plutôt le profil chaud, tu me disais, qui est plutôt dans la générosité. Enfin, explique-moi un petit peu comment le profil psychologique de Rafa Varane. Rafa, joueur très intelligent évidemment, mais bon, ça se sait dans le métier, et puis ça se voit, je pense, quand il parle et tout. Très intelligent. Je crois que sa qualité qui a fait la différence depuis qu'il est en centre de formation, c'est qu'il a une capacité à se remettre en question et à aller chercher le détail, la progression non-stop. Et ça, c'est quelque chose de dingue qu'on retrouve très rarement. Et quand un joueur a ça, tu sais que tu peux tout faire, vraiment. Donc ça, chez lui, c'est vraiment ce qui est très, très marquant. C'est un joueur qui après était assez chaud au niveau émotionnel, qui est assez empathique, voire très empathique, qui du coup, je sais pas s'il va me dire ça, mais qui peut aussi être manipulateur, tu vois, qui sait jouer des émotions des autres et qui sait du coup avoir une influence dans un groupe, ça qui sait un peu. Mais orienté vers la performance collective ou orienté vers son intérêt à lui? Non, toujours vers le groupe, toujours. Même si évidemment il le fait aussi pour lui, mais peut-être plus à la maison, tu vois. Dans un vestiaire, c'est quelqu'un qui a une. En fait, ce que j'admire chez lui, moi vraiment en tant que personne, c'est sa capacité à faire équipe, à jouer pour les autres. Ça, c'est incroyable. Et il a un autre truc de dingue qui est vraiment la marque des champions, c'est qu'en fait, il m'a expliqué ça. Je l'ai jamais vu, mais il m'a expliqué de façon hyper détaillée. Avant le match, tu sais, il y a le briefing machin, il y a le truc, le coach fait son plan, etc. On va jouer comme ci, comme ça, nanana. Donc il y a ça, généralement c'est 2 heures avant le match, 1 heure des fois. Il prend un café, un expresso serré, et il swing, il switch. Et là il rentre dans le match. Et il rentre dans le match tellement qu'il est dans une espèce de bulle en fait, et on ne peut plus lui parler, et c'est fini. Il est passé en mode joueur et imbougeable. Voilà. Et ça, quand tu sais faire ça, c'est que tu as une connaissance de toi, de tes émotions, de ton attention, que tu as une capacité aussi à faire le vide autour, à te créer une bulle, à faire en sorte que la bulle est tellement puissante, même si elle est invisible, que les gens la voient et que du coup personne ne te fait chier. Tu vois, tu mets une distance avec les autres, et ça c'est la masterclass vraiment en préparation mentale, et qu'il a fait en partie tout seul. Tu vois, j'ai jamais travaillé avec lui, hein. Il a su le faire naturellement seul en fait. Qu'est-ce qui a été le plus dur à gérer dans la carrière de Rafa? Il a 14-15 ans de carrière professionnelle, une carrière incroyable. Faudrait lui demander, parce que je l'ai pas connu assez jeune pour avoir là-dessus du recul. Et alors sur les 2 dernières années où tu as travaillé avec lui, c'est quoi le plus dur qu'il a traversé? C'est quelqu'un qui vit mal les conflits avec les personnes. Donc je pense que ça lui a coûté beaucoup à la fin de sa carrière. Voilà. Je ne vais pas dire qui, comment, etc. Mais à Manchester, ça lui a coûté beaucoup en fait. Alors, ça, et puis je pense que ce qui est dur pour lui aussi, c'est le fait de pas. En fait, c'est un joueur qui est tellement exigeant envers lui-même et le haut niveau, que c'est dur pour lui de sentir qu'il joue mais qu'il n'est pas aussi fort qu'il était avant, ou qu'il n'a pas ces capacités physiques qu'il a déjà connues avant et qu'il aimerait avoir en fait. Ça, je pense que c'est difficile pour lui.
Parce que du coup, toi, selon toi, ton analyse à toi de pourquoi il arrête aussi jeune, voilà, 31 ans, pour un joueur de son niveau, c'est très jeune. De ce qu'il me dit, de ce que j'en comprends en tous les cas, c'est d'abord physique, vraiment. Il ne veut pas finir physiquement presque handicapé en fait avec son genou, etc. Donc il veut garder une certaine forme physique, tu vois, pour la suite de sa vie, tout simplement. Et donc il n'est pas prêt à sacrifier son corps plus qu'il ne l'a fait. Et je pense qu'il a déjà été trop loin en fait, donc ça suffit comme ça. Il y a le fait qu'il soit papa, ça joue énormément. Et ça m'a surpris au début. Je peux le dire parce que dans le bouquin j'en parle. Dans le bouquin, il y a un chapitre sur les enfants. Je dis qu'en fait on ne peut pas être un excellent joueur et un excellent père, c'est impossible. Il faut faire un choix dans la vie en fait. On ne peut pas être un travailleur de dingue, être tu vois, au travail tous les jours de 8h à 8h et voilà, et en même temps être un père d'exception, c'est pas possible. Il faut faire des choix. C'est violent ça pour c'est violent, les absolument. C'est violent pour les joueurs, c'est violent pour les PDG, c'est violent pour tous les mecs qui font, et les femmes qui font des jobs d'exception. Ce ne sont pas des parents comme on voit dans les films, tu vois. De familiaux. ça marche pas en fait. Matériellement, ça ne marche pas, t'as pas le temps en fait. Tu pars avant que les gamins soient à l'école et tu rentres après que les gamins soient rentrés de l'école et souvent ils dorment. Et puis le week-end, t'as match pour un joueur, donc en fait, même le week-end, t'es pas là. Donc non. Et ça lui a coûté beaucoup. Parce que je pense que Raph veut être un très bon père pour ses enfants, il en a 3. Et donc, à un moment donné, il a pris le parti d'arrêter l'équipe de France en partie pour ça. Il l'a expliqué dans les médias. Et je pense qu'aujourd'hui, il va consacrer beaucoup de temps à ses enfants, en fait. Alors moi, je pense que ça ne durera pas. Parce que quand tu as, comme lui... Parce qu'il est drogué, comme on le disait. Voilà, exactement. Et parce qu'il aime trop l'exceptionnalité, qu'il aime trop les choses dingues, qu'il aime trop... faire plein de trucs et qu'il restera toujours comme ça en fait. Donc il bougera tout le temps, il prendra les avions tout le temps, il fera des choses dingues tout le temps et il sera un très bon père. Mais je pense qu'il va quand même se lasser d'être dans une vie un peu trop tranquille en fait. C'est pas forcément lui en fait. Et Kylian Mbappé, le profil psychologique, Kylian, je le connais pas, on s'est jamais croisé, donc je parle vraiment que de ce que je décrypte des médias et surtout j'ai un œil sur sa façon de gérer les événements difficiles. Et tu sais, les joueurs ils sont lundi c'est les stars et samedi tout le monde les eu en fait, donc ça va tac tac très vite. Et lui, ce qui me fascine, il y a un truc qui m'a déjà fasciné quand il était jeune à Monaco, c'est qu'il a en fait son coach de l'époque l'a pas fait jouer et il s'est barré. Je me suis dit, là, quand même, il y a du caractère. Et il y a quelqu'un qui croit tellement en lui, qui est tellement fort, qu'à 16 ans, il peut dire à un coach, il est nul et que je me barre, en fait. Ça me dit ça, là, il y a quelqu'un là. Ouais. Vraiment. Et après, la façon dont il est arrivé en équipe de France, dont il a fait un peu comme ça, tu sais, comment tu dis, profil bas au début, puis après il s'est imposé, machin, etc., amené les capitaines. Mais ce qui m'a choqué pour lui encore plus, c'est quand il a été, entre guillemets, placardisé par les dirigeants du PSG. Et qu'il a géré ça avec un grand sourire et qu'il est revenu après et qu'il a rejoué et que, comme tu dis, je me suis dit quand même, il est très fort. Hein, parce que, franchement, à son âge, être mis comme ça au placard, tu vois, aller au combat contre des dirigeants d'un pays, en fait, tu vois, indirectement, du PSG, tout un staff, un machin, je me dis quand même, déjà, c'est ultra violent. Pas grand monde ne pourrait résister à ça. Lui, il résiste, il revient. Il gagne et il se montre indispensable. Puis, franchement, dingue. Donc pour faire ça, il faut quand même avoir une froideur, une carapace vraiment de dingue. Il faut une force mentale hors norme. Mais hors norme, après, est-ce qu'il est si froid que ça? Je pense, mais j'en suis pas sûr. Il faudrait le prouver par différents tests. Je connais pas non plus son parcours de vie, sa famille, etc. C'est forcément singulier aussi, mais c'est un joueur en tous les cas qui dénote, je trouve, des joueurs que l'on a habituellement en tant que sportif français. C'est pas courant. Il y a pas trop ça en rugby. Riner est très différent. Il est beaucoup plus chaud, hypersensible, tout ça. Il est très différent. Ouais, lui, pour moi, il a plus le profil d'un joueur en fait qu'on voit souvent dans les pays du Nord ou aux States, mais pas forcément en France. C'est un joueur qui, comme ça, culturellement, casse vraiment les codes. Quoi. Il a un truc particulier. Il y a un joueur auquel je trouve qu'il ressemble beaucoup, c'est Djokovic. Okay. Djokovic, c'est ce qu'on fait de mieux en préparation mentale. Hein. Franchement, une capacité à gérer l'attention, à gérer la concentration, à mettre en place des routines,
à jouer sous la pression comme aucun joueur sur le circuit ne sait faire actuellement. Même pas Alcaraz et même pas le petit Italien rouquin Sinner. Djokovic, c'est incroyable. Mais Djokovic ne sera jamais aimé comme l'a été Federer ou Nadal. Parce que, je te dis tard, il est moins chaud, il est moins sympa en fait. Il dégage moins de sympathie et puis il a son poker face là, comme souvent on l'a appelé, le Joker. Ça fait que il a un côté maléfique ou un côté entre guillemets roublard. Tu sais, on sent que ça manque de sincérité. Et ça, le public n'aime pas. Ça, c'est ce qui est reproché à Kylian. Exactement. Aussi. Exactement. Et en fait, je pense que ces profils-là doivent, comme tout le monde, apprendre à faire un peu semblant. C'est-à-dire jouer avec les codes sociaux et avoir dire être poli, etc. Jouer avec les codes, mais un peu. Mais s'ils en font trop, en fait, ils se perdent à jouer un autre eux-mêmes, avoir un faux self, on dirait en psycho. Et là, ils vont y perdre leur âme et un peu de leur jeu aussi, en fait. Donc, Kylian, il est encore jeune, mais il faut qu'il trouve la bonne façon de faire entre assumer qui il est et jouer un peu le jeu des codes sociaux, du travail collectif, de l'équipe et de jouer pour la France, etc. C'est un équilibre qui est difficile, mais en tous les cas, c'est sûr que s'il n'est pas lui-même, ça se verra et ça ne pourra pas durer longtemps. Si on prend l'exemple de Michael Jordan, qui est un peu son exemple à Kylian, il y a un moment où Michael Jordan a su faire adhérer ses coéquipiers et il a su faire adhérer ses coéquipiers par l'exemple, c'est-à-dire par le travail. Il se cachait pas, il était le premier à l'entraînement, dernier à l'entraînement. Enfin, c'est par sa rigueur de travail qu'il a réussi à se faire adopter, à se faire. Alors que sinon, il les terrorisait. Hein. Il était limite harceleur quand même. Non, mais il était violent. Jordan, voilà. Donc, est-ce que tu penses qu'il doit s'inspirer de Jordan à ce niveau-là, c'est-à-dire par l'exemple, de savoir se faire accepter des autres par l'exemple? En équipe de France, oui, il est capitaine. Ouais. Quand tu es capitaine, t'es cuit. Faut être exemplaire. Je ne suis pas dans les petits papiers et les secrets internes de l'équipe de France, mais en tous les cas, ce qu'on voit là montre qu'il y a un truc qui n'est pas clair, c'est sûr. Il y a un truc qui ne marche pas ou plus, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond en tous les cas. Donc oui, quand tu es capitaine, forcément, tu as un devoir d'exemplarité. Pas forcément sur la perf, mais au moins tu vois dans la façon d'être, de parler, dans le fait de mettre plus les formes, de jouer plus des codes, etc. et d'avoir une rigueur quand même dans le travail. Ça marche ou pas, c'est autre chose, mais au moins faire l'effort d'eux. Est-ce qu'il le fait? Je suis pas tout à fait sûr en ce moment. Est-ce qu'il devra le faire? Oui, c'est certain. Mais pour qu'il le fasse, il faut qu'il soit déjà bien avec lui-même, qu'il ait envie et tout ça. Mais ces joueurs-là, en fait, ils sont intéressants parce que, tu sais, d'un point de vue presque philosophique, ils posent la question du vouloir et pouvoir. Souvent, ces joueurs-là ont la perception que ils peuvent tout faire et que lorsqu'ils le veulent, ça marchera. I can do it, tu vois, à l'américaine. C'est vraiment ce principe-là, en fait. Just do it. Exactement, just do it. C'est vraiment très américain, mais en fait, c'est has-been, ça. Parce qu'aujourd'hui, le monde est trop difficile, trop compliqué et on ne peut pas avoir la main sur tout. On ne peut pas avoir la main sur sa vie entière tout le temps et on ne peut pas faire tout ce que l'on veut. C'est pas possible. On ne peut pas jouer à un niveau d'exception tout le temps non plus. Donc, il doit accepter qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il veut et qu'il y a une part dedans en lui, dans la vie en général, dans son mindset, dans sa psychologie, qu'il ne maîtrise pas. Jordan l'a compris avec l'âge. Je lui souhaite à Kylian de le comprendre tôt parce que la vie d'un footballeur est courte quand même. Et s'il veut performer longtemps, il faut qu'il le comprenne assez tôt. Vraiment. Est-ce que le sport de niveau est sain pour les sportifs de haut niveau? Est-ce que tu souhaiterais à tes enfants d'être sportifs de haut niveau? Oui, je souhaiterais que mes gosses soient sportifs de haut niveau s'ils trouvent le sport qui leur correspond. C'est déjà un premier élément. Et qu'ils sont prêts à tous les sacrifices pour ça et qu'ils apprennent de leur sport en fait. Alors je vais expliquer tout ça. Raph a dit dans l'équipe, j'ai maîtrisé mon art à son poste et dans son sport. Et en fait, de ça, moi j'entends que c'est quelqu'un qui a une vision de son sport comme en fait un art ou comme tu vois, presque un art martial en fait. Et que quand tu as l'intelligence de prendre ça comme ça, tu
tu te construis toi en tant qu'homme grâce à ton sport. Et donc, plus tu vas loin dans le sport, plus tu progresses toi en tant qu'homme. Mais c'est parce que toi, c'est hyper intello et que tu mets dedans d'autres choses que juste une passe, un coup franc et un tir au but, quoi. Donc, quand tu as un joueur qui a cette intelligence-là, qui a cette prise de recul-là et qui met dans son sport, que ça peut être n'importe quoi, du ping-pong, du tir à l'arc, peu importe, qui a cette espèce de capacité de prendre son art, son loisir, son sport pour vraiment grandir lui, c'est magique. Vraiment. Donc je souhaiterais que mes gosses sachent faire ça, mais il faut s'assurer au départ qu'ils sont faits pour ça, presque d'un point de vue morphologique, psychologique, et qu'ils auront la capacité aussi de résister, d'aller jusqu'au bout du process, quoi. Et c'est ce qu'on aime chez les champions, en fait, c'est ça. Hein. Un champion, c'est quelqu'un qui n'est pas qu'un sportif, c'est quelqu'un qui casse les codes, qui fait preuve de... Toi, par exemple, Federer, on l'aime parce qu'on a vu qu'il avait changé, en fait, avec et par le sport. On a vu chez lui... Parce que, pour rappel, c'est un jeune branleur qui a cassé ses raquettes en début de... Exactement. Voilà, et qui a pris de la maturité, et qui a gardé juste le côté brillant, léger. Exactement. Et il s'est transformé mentalement dans le tennis, humainement dans le tennis. C'est un papa de 4 enfants, il est en couple depuis très longtemps, et une sorte comme ça il envoie pas mal de valeurs et de choses comme ça assez marquantes, assez fortes. Et sur le terrain, c'est un esthète. Voilà. Donc en fait, c'est pas que du sport, c'est aussi un art, c'est une esthétique, c'est une gestuelle, c'est une façon d'être, c'est une façon de devenir quelqu'un en fait grâce au sport. Ça, c'est un champion. Et pour un champion, parce qu'ils passent tous par le filtre des centres de formation, allez tous, une immense majorité passe par le filtre des centres de formation, etc., etc. Et tous passent par le filtre du chemin pour devenir pro, en tout cas. Pour un qui devient pro, il y a combien d'êtres humains qui sont un peu, pas cassés, mais tu vois, il y a combien de cerveaux qu'on pris cher, quoi, tu vois? Bah alors en fait, ils prennent cher parce qu'ils sont mal encadrés et qu'on ne leur dit pas la vérité. Mais c'est factuel, c'est comme ça que ça se passe dans les centres de formation, c'est comme ça que ça se passe sur le chemin du haut niveau. Ouais, j'entends, mais pour autant, c'est une vision des choses tout à fait réaliste, mais qui, pour moi, n'est la conséquence que d'une mauvaise pédagogie et d'un encadrement qui n'est pas clair et juste. Toi, tu penses pas qu'il y a un aspect malsain à toujours aller chercher la limite? Non, je trouve ça même plutôt ça en fait. Quand tu vis l'excellence, forcément, tu dois casser les codes mais est-ce que l'excellence, c'est sain? L'excellence, c'est ce qui change le monde. Mais est-ce que c'est sain pour les êtres humains qui changent le monde? C'est une question... Vous avez 4 heures. L'excellence, c'est ce qui fait avancer les choses, les codes, la politique, les lois, c'est qui fait de l'argent aussi. L'excellence, c'est ça en fait. La norme est beaucoup plus saine, on est d'accord en fait, mais la norme ne fait pas avancer le monde et la norme ou la normalité, c'est la mort. Parce que d'autres seront plus radicaux, plus violents, plus casseurs de normes, plus sous coque si tu veux, plus machin, et donc vont casser les codes et vont du coup prendre le pouvoir. Une thématique que je trouve assez flippante, mais qui est totalement vraie, il y a des joueurs qui n'aiment pas le foot. Et qui sont des athlètes de haut niveau. Et l'histoire est pleine d'exemples comme ça. Agassi, le plus connu en tennis. Horrible. Chez les filles, il y en a des tonnes. En fait, ils aiment ça, mais ils n'aiment pas le faire en tant que métier. Ok, raconte-moi. Ils n'aiment pas aller tout le temps à l'entraînement, tous les jours, avec des règles précises, avec des horaires précises. Ils n'aiment pas le fait d'être habillé tout le temps en footballeur. Franchement, toujours, c'est chiant. Le peu que j'ai fait, c'est chiant. C'est un sentiment d'être, tu sais, plus libre, en fait, toi. C'est dingue. Ils n'aiment pas le fait d'avoir des coachs qui sont pas toujours bons, concrètement. Pas très humains non plus. Ils n'aiment pas le fait de se faire mal non plus tout le temps. Et pour le coup, ils sont comme toi. Ils n'aiment pas le fait de tout le temps être sur un fil, tu vois, d'être sur la norme, vraiment de la casse, tu vois, d'être vraiment au bord. Ça, ils n'aiment pas. Ils aiment le foot comme cool, comme loisir, mais ils n'aiment pas forcément le foot comme métier, avec en plus les conséquences que ça a sur le plan familial, social, l'éloignement, les déménagements. Le foot, ce qui est quand même terrible, c'est l'environnement, hein, c'est l'entourage qui est franchement, c'est horrible, quoi. Bien sûr. Les agents avec des faux contrats, des faux machins, tous les espèces de fous investisseurs de je sais pas quoi, de conseillers fiscaux, les machins. Ils sont attaqués par un paquet d'arnaqueurs. Dingue, vraiment.
Donc ça, La gestion de la confiance, c'est très dur, savoir à qui faire confiance, pourquoi, comment. Il n'y a pas en fait. Ouais. Et d'ailleurs, c'est fou parce que les joueurs, quand ils sont joueurs, ils sont particuliers, tu les vois après, c'est des nounours. C'est vrai. Incroyable. Vrai. Oh, le changement de mentalité, de sentiment de relâchement en fait, corporel et mental qu'ils ont après, c'est incroyable. Donc oui, ça c'est le côté foot business et foot requin qui fait que c'est... Ça fait que tu dirais que pour toi, il y a beaucoup de joueurs qui sont pas heureux? Ah oui. Mais, oui, bien sûr. Une majorité? Quand tu joues à Madrid, quand tu joues au PSG ou à Manchester City, tu vois, en fait, ça tourne. Tu as la perspective de gagner un championnat à la fin de l'année, de gagner des coupes, d'être transféré facilement, d'être en sélection, tu croises les meilleurs du monde, personne ne te fait trop chier, tu vois. Tu as des coachs d'exception, des managers, Ancelotti, Guardiola, c'est l'exception, enfin c'est un truc de dingue quoi. C'est plutôt cool. Quand tu joues en milieu de tableau en Angleterre, en Suisse ou tu vois en Turquie, avec des supporters pas toujours sympas, voire très agressifs, que tu te fais voler par-ci par-là ta maison les week-ends, que tu n'as aucune perspective de gagner la moindre coupe ou le moindre championnat avec ton club, en fait tu joues juste pour gagner un match le week-end. Et à la fin, il y a juste, on a fait 12e. Ça sert à rien, tu vois. Donc en effet, là, il faut vraiment être très motivé par des choses un peu plus externes ou très perso pour gagner. Parce que si tu vises les trophées, voilà, là, on n'y est pas. Donc toi, tu penses que c'est beaucoup plus facile pour ceux pour le très haut du panier, d'être heureux que pour en dessous? Tout à fait. Okay. Parce que moi, je vois même des joueurs qui sont dans le très haut du panier et qui me semblent pas heureux. Ah oui, non, il y en a. Non, il y en a, c'est sûr. Si tu es ambitieux, en tous les cas, que tu veux des titres, et que tu vois que ça marche pas, à un moment tu switches, tu te dis ok, le foot pour moi ce n'est vraiment plus qu'une machine à cash. Parce que j'ai aucune perspective de gagner en fait un championnat où j'ai pas le niveau pour ça, où j'ai pas fait les rencontres pour ça, j'ai pas eu la chance non plus et donc là tu switches en fait ça devient juste c'est pas l'usine, mais ça devient juste un gagne-pain très rentable, mais c'est un gagne-pain quoi. Et toi, est-ce que dans ton métier y a beaucoup d'escrocs? Parce que c'est difficile de... En préparant ça? Ouais, bien sûr. Ouais. Je te dis la réponse, moi j'en ai vu. Hein, donc, mais non, mais tu vois, parce que c'est difficile d'évaluer la performance mentalement. Tu vois, physiquement, il y a un côté, tu vois, ou même techniquement, avant je savais pas faire un plat du pied, maintenant je sais faire un plat du pied. Tout à fait. Etc. Tu vois, préparation physique, voilà, avant je portais 50 kilos, j'en porte 100, je vois l'évolution. Tactiquement, je comprenais pas ce schéma, maintenant je le comprends, je vois l'évolution. Mentalement, c'est plus difficile à évaluer. C'est la même chose, mais c'est juste qu'on ne sait pas faire. Si je te fais un test. Oui, mais c'est pas objectif. Alors c'est la question. Ça peut pas être vu par la personne elle-même comme ah bah tiens là j'ai progressé sur ça. Ça peut l'être avec des mesures cardio, sanguines, tout ça. On peut arriver à des prises objectives qui coûtent cher et qui sont compliquées à faire, mais ça peut l'être. Mais en effet, la plupart des mesures qu'on a, elles sont entre guillemets subjectives parce que c'est de l'auto-évaluation, donc les joueurs s'évaluent eux-mêmes. Mais on répète souvent les tests, donc on voit l'évolution, etc. On a quand même des mesures assez fiables, des tests assez fiables, donc on arrive à le mesurer en fait. Voilà. Donc non, on arrive à mesurer vraiment un joueur quand il est... De toute façon, tu sais, pour nous, en fait, le meilleur outil qu'on a, c'est l'entourage. Quand le mec nous dit en face à face à l'entretien, écoute, ma femme m'a dit que j'étais hyper bien en ce moment et hyper zen, je dis ok. Là, on a passé une étape. Tu vois, c'est un match. Ou quand le coach nous dit là, Amadou, il est à l'entraînement, il est hyper concentré, c'est incroyable. Je lui dis c'est bon, on a gagné. Voilà. Donc l'observation de l'entourage proche, les coachs sont des observateurs incroyables, ils ont un œil de sphinx. Voilà, c'est les éléments qui font que ça prouve que ce qu'on fait, on va dire, fonctionne bien. Après, on est sur un métier, alors psycho, c'est quand même assez encadré, c'est un titre reconnu par l'État, etc. C'est assez structuré, c'est des formations longues de 5 ans, voire 8 ans. Mais le côté préparateur mental, beaucoup moins. Préparateur mental, c'est... la porte ouverte à toutes les fenêtres. Ouais, c'est un peu compliqué. Il y a de tout, et en plus, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui sont très bons parce qu'ils sont hyper intuitifs et qu'ils ont l'expérience, ils n'ont pas de diplôme. Et tu as des gens qui ont des formations universitaires et tout qui sont très mauvais. Donc si tu veux, c'est très compliqué de s'y retrouver parce que le diplôme n'est pas forcément un gage de qualité et de compétences. Et c'est un métier où il faut... Tu vois, au début, quand j'ai commencé, quand j'étais formateur en préparation, là, je disais à mes gars que je formais, je disais, il faut des compétences, des compétences, des compétences.
Bon, j'avoue que pour le très haut niveau sportif, les Mbappé et tout ça, il faut d'abord du caractère et après des compétences. Ouais. Donc ça, ce que je dis n'est pas très... Parce qu'il ne faut pas se faire manger par l'interlocuteur. Il faut s'imposer de fou. Il faut s'imposer avec eux. En fait, un sportif pro, il rentre dans ton cabinet ou tu es en face à face avec toi. Varane, c'était ouf, il m'a appelé. Je peux te dire que je faisais attention aux moindres mots que je disais. Hein. Raph, je te dirai ça un jour, on en parlera en off. Vraiment, parce que je sais que ces joueurs-là, en fait, ils t'observent, ils te testent et tu as 10 minutes. Bien sûr. Si tu rates ton coup, next. Et ça, si tu es trop jeune, trop friable, que tu es trop fan de sport, etc., ça se voit, ils veulent pas ça en fait. Donc il faut des compétences, il faut surtout beaucoup d'expérience pour avoir des pros et surtout beaucoup de caractère. Il faut s'imposer, il faut être dur un peu comme eux en fait. Et donc beaucoup d'escrocs. Et beaucoup d'escrocs. Ouais, en préparation mentale, des escrocs, il n'y a pas beaucoup d'argent en jeu en fait. Donc il n'y a pas des escrocs comme il y a auprès des agents ou des conseillers patrimoine, tout ça, mais il y a des préparateurs mentaux qui n'ont pas les compétences pour ça, qui n'ont pas le niveau, qui n'ont pas les formations de base tout simplement. Et il y a des escrocs, mais en plus de ça, le problème qu'il y a dans le sport en général, c'est que, je ne vais pas dire de nom de coach et de tout ça, mais il y a des coachs qui préfèrent recruter un préparateur mental nul parce que c'est un pote, plutôt qu'un bon PM qui va être très bon parce qu'on ne le connaît pas en fait. Donc c'est pas la compétence. Parce qu'ils ont confiance, ils savent qu'ils maîtrisent. Exactement. Et que l'aspect mental, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne veulent pas trop partager. Oui, tout à fait. Les entraîneurs ont peur qu'on prenne leur taf de managers, ce qui peut être le cas en plus, très facilement. Donc, les agents peuvent avoir peur que vous cassiez le cerveau du joueur et que vous que vous deveniez agent en gros. Tout à fait. Donc, et ça peut être le cas, parce qu'il ne faut pas se mentir, on a tous un pouvoir quand même assez fort sur les joueurs quand on les connaît bien. Et donc, on peut les influencer assez facilement, en fait. Donc, c'est à chacun de se mettre ses limites et d'avoir une éthique dans son métier. Mais oui, on a un problème de légitimité, un problème de compétences et de formation en préparation mentale au sens large. Et est-ce que certains, notamment les joueurs africains, n'utilisent pas parfois les marabouts comme préparateur mental? Ah, je vais te raconter un truc marrant. Quand je suis arrivé à la Guinée, donc pour l'équipe de Guinée, pour la CAN, c'était en 2021, je crois. J'arrive là-bas, on se déplace, on va au Rwanda. Enfin, tu sais, on a pris 11 avions en un mois. Je suis rentré, j'étais rincé, c'était un truc de fou. Et je commence à travailler donc avec chaque joueur individuellement. Je les prends en entretien. Et je vois un joueur, il s'appelait Agibou. Je dis Agibou, on fait un entretien, tu sais, on débrief. Je dis Agibou, on a match dans 2 jours, est-ce que tu es prêt? Et il me dit Inch'Allah. Là, je me dis, quoi? Je dis, mais tu t'es préparé, t'as bossé un peu ta tactique par rapport au mec en face, tout ça, le poste, concurrence directe, machin. Et il me dit, Inch'Allah, coach. Et là, je me dis, mais comment je vais faire? Parce qu'en fait, si son seul, tu vois, point d'ancrage ou son seul élément, tu vois, de travail, c'est Inch'Allah, en fait, qui remet tout son travail, tout son jeu sur Dieu, moi, j'ai aucune prise, tu vois, en fait. Donc avec ces joueurs-là africains et les croyants en général, il faut que tu apprennes à dealer entre leur religion, leur croyance et toi, le rationnel, tu vois, qui vient avec ta science d'universitaire. Donc avec les Africains, j'apprends à faire ça. Alors moi, je suis très ouvert parce que je suis biculturel, donc j'ai 2 approches. Donc j'ai une plus grande ouverture d'esprit, je pense, que la moyenne. J'ai aucun a priori sur les croyeurs et machin. Ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent, je m'en fous, je fais avec ça. Mais il faut trouver en effet un compromis entre leurs croyances culturelles, religieuses, sociétales des fois, et toi amener un petit peu plus de trucs, quoi. Plus de concentration, plus de motivation, moins de stress, etc. Tu dois amener ça et tu fais un truc par-ci par-là, tu mixes ça et ça match très vite parce qu'en fait, les Africains, ils sont hyper disciplinés. Ils te font une confiance très vite, tu vois, ils t'écoutent en fait, tu vois. Alors que des blancs, faut argumenter, hein. Eux, ils t'écoutent, ça va très vite et si toi, ils te sentent bien, ils te suivent et ça peut aller très vite. Comme ils sont souvent très pratiquants, musulmans, etc., qui prient beaucoup, ils ont une capacité à se mettre dans leur bulle, tu vois, et être une sorte de méditation, d'attention presque méditative vraiment très forte. Donc tu peux vite avec eux faire un truc sympa et ça match rapidement. Mais l'influence des marabouts, elle est réelle ou elle est fantasmée? Bon, on s'en fout. Non, mais pas toi dans ton métier, dans la tête des joueurs, enfin pour les joueurs. Bon, on s'en fout. En fait, s'ils y croient et que ça correspond à leur truc, moi je suis avec ça.
Et comment tu fais? Bah, je fais avec ça. Je leur pose des questions, je leur demande comment ça marche, voire je vais même toi le faire avec eux, etc. T'as visité un marabout avec un joueur? Non, j'en ai parlé avec eux et par contre, j'ai fait des, je vais pas tout raconter, mais j'ai fait des rituels avant des matchs avec eux. Ok. Les Guinéens. Raconte. Ah non, je peux pas. Ok. Mais c'était c'était cool. Tu apprends à faire avec ça et tu l'intègres dans ta préparation mentale et t'en fais un truc. Et après, on fait pareil, tu vois, en fait. Nous, on a plein de croyances de machin. On jette du sel, on fait des trucs avant les matchs. Chacun a ses croyances, tu vois. C'est juste qu'elles sont peut-être moins rigolotes ou moins exotiques, mais on a tous nos croyances. Donc, on fait avec ça. Ok. Donc, tu t'adaptes et ok. Ouais, je m'adapte et surtout, je ne viens pas en tant que scientifique qui va faire que de la science. Oui. Tu viens pas donner ta science et dire c'est comme ça et basta, quoi. J'ai une thèse, etc. J'ai fait de la science, j'ai fait des études longues, machin. Je suis très scientifique de formation, mais si j'y vais comme ça, en fait, avec, je pense, tous les footballeurs, c'est même pas la peine d'essayer de travailler avec eux. C'est les médecins vont adorer, les préparateurs physiques aussi, mais les joueurs, non. Ils veulent un truc beaucoup plus affectif, plus proche d'eux, plus créatif aussi. Et puis même, on peut pas... chaque joueur est quand même très singulier, on doit adapter nos outils à chaque joueur, en fait. Donc on doit forcément être dans une sorte de création et d'adaptation qui n'est pas que de la science. Et pour finir, est-ce que le préparateur ou la préparatrice mentale clé dans la carrière d'un joueur, ce serait pas aussi la femme, enfin le concubin ou le mari? Ouais, tout à fait. Explique-moi un petit peu l'influence des femmes de joueurs ou des maris de joueuses. Ouais. Il y a des cas connus, par exemple Zlatan. C'était un joueur qui a changé de mindset et de façon d'être sur un terrain quand il a croisé sa femme, dont je connais pas le prénom. Elena, je crois. Qui est plus vieille que lui. Ouais. Et qui lui a amené une stabilité affective, émotionnelle, familiale, sociale, un cadre, des repères, une maturité aussi, tu vois, qu'elle lui a amené plus vite, et ça l'a changé en tant que joueur, en fait. Donc oui, très souvent, les femmes, les maris vont jouer ce rôle-là. Les enfants un peu moins, ça va plus perturber la carrière des fois que la faire évoluer ou la rendre plus performante, mais les maris et les femmes, ça joue beaucoup de rôle dans la stabilité affective. D'ailleurs, c'était souvent une politique des entraîneurs qui voulaient que les joueurs soient mariés très jeune. À 20 ans. Stabilisez-vous. Voilà, exactement. Donc ça joue beaucoup. Après, c'est pas suffisant, bien évidemment. Et moi, franchement, sans vendre mon métier, je pense qu'un footballeur pro, un sportif pro, peu importe le sport, ils devraient tous être accompagnés psychologiquement. C'est trop dur. C'est trop dur. C'est trop exigeant, c'est trop violent, c'est trop des up and down comme ça. Pour le cerveau, c'est des secousses toutes les semaines. C'est trop de stratégie, en fait. Et puis quand tu as 20 ans, tu n'as pas la capacité de faire des stratégies comme ça, de faire des plans de carrière à 5 ans, 10 ans. Tu n'as pas la maturité, même s'ils sont très matures, tu vois. Mais il faut être accompagné, il faut être aidé, il faut avoir des conseils, il faut avoir des sherpas, tu appelles ça comme tu veux, mais il faut avoir des gens qui ont l'expérience, la maturité, les outils aussi beaucoup pour te faire progresser et te faire prendre le chemin qui peut être le tien et accélérer un peu la vitesse sur le chemin. Voilà. Et sur l'influence des femmes, donc il y a l'exemple de Zlatan qui est super intéressant. Est-ce qu'il y a si tu choisis mal ton partenaire, ça peut être l'effet contraire, j'imagine? Oui. Je l'ai constaté aussi. Voilà. Oui. Alors, c'est un sujet délicat, ça. Mais c'est super important. Comment un joueur doit choisir sa femme? Tu me poses des questions délicates, quand même. Tu vas même dans des chemins mais c'est intéressant. Tortueux. Ouais, je vais dire franchement les choses. Quand je croise un joueur professionnel, normalement, très vite, je croise sa femme. Parce que pour la rassurer déjà. Pour la rassurer, pour voir aussi comment ça se passe, tout ça, et puis pour jauger un peu, tu vois, jusqu'où on peut aller et un peu comment ça se passe à la maison et tout ça, en fait. Donc, je bosse beaucoup avec les conjoints et les conjointes des joueurs, et des fois, c'est moins simple que d'autres. Je pense que alors je vais parler plutôt des femmes, parce que dans le foot, j'ai quasiment que des garçons. Les femmes de joueurs ont une vie. D'ailleurs, j'ai vu tes vidéos avant, j'ai regardé des reportages avec des femmes de joueurs. Elles ont une vie particulière. Carole, Sabrina, c'est un plaisir.
elles ont une vie particulière. Les joueurs sont adulés, c'est des stars, entre guillemets. Ils sont pas souvent à la maison, ils sont hyper sollicités. Hyper sollicités sur les réseaux par plein de femmes, plein de gars, etc. Elles ont une vie qu'on pourrait croire dorée, c'est pas forcément le cas. Ou alors prison dorée. Et voilà. Et puis elles ont, et puis c'est compliqué en fait. De toute façon, n'importe quelle femme ou mec de star a une vie compliquée parce que ton gars, ta femme, elle est trop sollicitée, donc ça crée de la jalousie, une sorte de dépendance. Ça crée des relations un peu comme ça, un peu passionnelles. Comme tout couple, un des défauts des femmes de joueurs, c'est de vouloir contrôler un peu les choses. Et là, ça rend dans des trucs compliqués parce que un joueur est déjà incontrôlable à la base. Mais en plus de ça, il y a des agents, il y a plein de gens autour, donc c'est compliqué. Il faut trouver une maturité, une intelligence. C'est difficile en fait. C'est difficile. Et la pire situation que tu as vue, c'est quoi par exemple? Tu vas faire un truc drôle? Ouais. J'ai reçu un texto un matin, 8h du matin, qui n'était pas destiné à moi, mais à une des concubines cachées d'un des joueurs en fait. Ouh. Ça m'a fait beaucoup rire, lui aussi, mais du coup on a dû mettre ça de côté assez rapidement. Voilà. Ça m'a fait rire. Je sais qu'il y a dans le bouquin, il y a des pages dont on parle tout le temps, celle des faucons et des colombes. Je t'ai pas expliqué ça, je sais pas si tu l'as lu. Explique-moi. Il y a une théorie qui revient à la mode en psychologie, c'est la théorie des faucons et des colombes. C'est une théorie qui date des 70, qui vient de la psychologie évolutionniste, qui s'intéresse en fait à nos gènes, à nos marqueurs, on va dire, en nous, qui sont issus donc de notre gène, qu'on se transmet de génération en génération et qui sont un peu, tu vois, nos fondements psychologiques, notamment liés au stress. Le stress, je sais pas si tu sais, mais c'est un truc qu'on a en nous. En fait, tout le monde stresse, même Mbappé, il stresse. Bien sûr. Tout le monde stresse et si on ne stresse pas, on meurt parce que du coup, le stress nous sert à, entre guillemets, percevoir un danger dans la nature et donc à s'échapper et donc à rester en vie. Et il y a une théorie qui est liée à ça, c'est la théorie des colombes et des faucons. C'est une théorie qui explique que, en fait, il y a un gâteau à manger, arrive un faucon, le faucon a faim, veut manger le gâteau, mais il y a un faucon qui débarque et il y a à côté une colombe. Donc les deux veulent manger le même gâteau, le faucon et la colombe. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Il y a fight, le faucon est agressif, il défonce la colombe directement, elle se barre. Elle sait qu'elle va perdre, elle est plus fragile, plus gentille, etc. Donc elle s'en va et elle reste en vie, mais elle ne mange pas le gâteau. Deuxième cas de figure, tu as le même gâteau en bas à manger, arrive un faucon et un deuxième faucon. Qu'est-ce qui se passe? Bagarre. Bagarre, absolument. Le faucon, c'est un rapace, c'est un dominant, il n'y a pas de partage, c'est moi ou rien. Donc il y a fight, le plus costaud des deux l'emporte, et le plus faible rentre à la maison un peu déplumé et un peu affamé et brinque-ballant, absolument. Et troisième cas de figure, tu as le même gâteau à manger. Tu as deux colombes. Mais tu as deux colombes. Elles partagent. Elles partagent, absolument. La colombe, c'est le symbole de la paix chez nous, c'est la collaboration, c'est le fait de vivre ensemble, d'être dans le travail social, machin, humain, de vivre en groupe, etc. Et la théorie donc de ça stipule que en toi, en moi, en chacun de nous, il y a un gène de colombe ou de faucon. Je demande aux gars s'ils sont des colombes ou des faucons. Et ça me dit tout de suite quel genre de joueur ça va être et comment on va travailler ensemble. Est-ce que Kylian Mbappé, déjà, ce serait pas un faucon? Et est-ce que Rafa Varane serait pas la colombe? Déjà dans le style. Voilà. On est d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas plus de joueurs qui se prennent pour des faucons? Et est-ce qu'il n'y a pas moi j'ai constaté des différences psychologiques en fonction des postes? T'es vraiment très bon. Franchement, on va travailler ensemble. Kylian, c'est un faucon, évidemment. Varane, c'est évidemment une colombe. Mais les deux sont des chefs. Donc, Kylian, c'est un chef de faucon. Et Raph, c'est un chef de colombe. Donc, c'est des leaders, en fait, naturels. Dans le foot, ce qui est très particulier, c'est que les joueurs se prennent pour des faucons. Et en fait, c'est des colombes. C'est incroyable. On leur a tellement appris à se battre, petits, qu'ils ont pris ça comme une sorte de normalité et de façon d'être en général. Sauf que c'est pas vraiment des fighters en fait, c'est des colombes en fait, ils sont gentils, c'est des cool. Mais dès que tu les mets ensemble, là c'est la bagarre généralisée en fait tout le temps, verbale, physique, tout ça. Donc en effet c'est compliqué en foot parce que c'est
un sport qui est avec plus de colombes, et heureusement, parce qu'autrement, dans une équipe de foot, quand tu as 11 faucons, je peux te dire que... C'est un bon moment. Vraiment, c'est sympa. Tu vois, donc évidemment que c'est des colombes en majorité, mais qui ont par contre fait l'erreur, au moins pendant un temps, d'avoir des comportements de faucons. Donc il faut trouver la bonne mesure. En fait, le but de la vie, quand même, c'est de trouver un équilibre, de rester faucon, mais d'avoir des comportements plus empathiques, ou de rester colombe, mais d'avoir des comportements un peu plus assertifs. Donc c'est un deal à trouver, tu vois, mais par contre, il ne faut jamais changer je veux dire de sexe, d'identité, voilà. Parce que là, tu t'y perds et du coup, tu ne t'y retrouves pas toi et les gens non plus, en fait. Donc Kylian restera un faucon, mais il doit être plus empathique. Et Raphaël a atteint ce niveau-là parce que c'est une colombe qui a su être assertive à sa façon. Ok. Et sur les postes, moi j'ai constaté que les postes offensifs, le 9, enfin typiquement, et parfois les ailiers, même souvent, sont en général des faucons, sont en général des mecs, voilà, moi d'abord, voilà, alors que les 6 et les défenseurs, les défenseurs centraux, parce que les latéraux maintenant c'est quasiment que des ailiers ou des mecs, c'est des attaquants, voilà, c'est des, voilà. En tout cas les 6 et les défenseurs centraux sont plutôt des colombes. Exactement. Et les postes de créatifs, Modric, tout ça, c'est des colombes de fou. Et les gardiens... Zidane, colombe. Voilà. Et les gardiens, c'est chelou. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Les gardiens, je sais pas. Les gardiens, c'est particulier. Donc ouais, théorie qui est importante pour nous parce que ça te montre la façon de gérer le stress des gars et de se comporter aussi en groupe et d'être, tu vois, d'un point de vue humain ou pas, enfin d'être humain avec toi, etc. C'est très marquant. Et aussi par rapport au staff. Parce que le staff, évidemment, est souvent... Enfin, les grands chefs de staff sont souvent plus des faucons. Moi, ouais, je vais quand même nuancer un peu, mais tu vois, ça te montre un peu comment ça va être managé. Alors, Mourinho, faucon, je vais dire bâtard, ce qui n'est pas très poli, mais faucon très violent. Faucon premium. Ouais. Premium. Guardiola est plus mélangé, il est plus subtil en fait. Ouais, mais Faucon quand même, parce qu'il dit que lui, il se voit comme le mec qui est révolutionnel, qui révolutionne le foot, qui est au-dessus de la mêlée, quoi. Ouais, il s'impose quand même. Ouais. Ancelotti, je pense faucon mais très empathique, donc un hybride quoi. Ouais. Mais il était milieu de terrain. Ouais. Enfin, bon, mais les coachs, en fait, ces coachs-là, c'est des bons cas pour nous parce que c'est des gars qui ont tellement travaillé sur eux, qui sont beaucoup plus caméléons, beaucoup plus nuancés, et que donc ils sont très tranchés, mais quand tu les vois pas vraiment en interne, c'est dur de savoir vraiment qui ils sont en fait. Donc ça, c'est des joueurs qui sont intéressants pour ça. Enfin, des joueurs, des hommes intéressants pour ça. Ok, super. C'est carré pour toi? C'est carré. Merci mon gars.